Ça peut peut-être déjà commencé. Non, ça va commencer. Ça a peut-être commencé, ça va bientôt finir. C'est peut-être déjà commencé. Voilà. Bien. Bien, merci à vous d'être là ce soir pour ce deuxième lundi du Gaston Batti. Donc un jour après être parti en Inde, eh bien le hasard du calendrier fait que l'on va partir du côté de Périgueux avec Jean-Marie Champion, comédien, metteur en scène, grand animateur du festival Didascalie, animateur, créateur, on pourrait dire. Un dinosaure. Voilà. Accompagné de Jean-Pierre Daudet, qui est au conseil d'administration des Didascalie, je pense. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et de Camille Gachen, qui est comédien et qui s'occupe, enfin qui intervient beaucoup dans le milieu des Didascalie ces dernières années. Oui. Et puis qui a fait la licence professionnelle, que vous connaissez peut-être. Et qui ne l'a pas fini d'ailleurs, parce que il l'a fait l'année dernière et il est en train de préparer son mémoire. Exactement. Voilà. Donc, alors si j'ai invité Jean-Marie, comme j'invite d'autres personnes, c'est toujours dans le cadre de la transmission et dans le cadre de faire savoir ce qui existe sur un territoire, sur le territoire donné de la France, mais aussi ailleurs, du côté des pratiques de théâtre-éducation, parce qu'on travaille souvent de manière isolée, et on nous isole aussi beaucoup. Et ce que j'ai trouvé surtout formidable, c'est que les Didascalie fêtent cette année, en 2020, leur 30e anniversaire, et tenir le coup, 30 ans de festival lycéen, à travers les avanies des politiques divers, nationales, départementales, régionales, c'est pas une mince affaire. Et donc de mobiliser un réseau d'enseignants, de comédiens sur une région comme ça, ce n'est pas non plus une mince affaire. Et donc ils l'ont fait. Et donc Jean-Marie et ses comparses vont nous parler de ça, de ce qu'ils ont fait, etc. Bonsoir, bienvenue. Voilà, donc comme on le fait d'habitude, on vous laisse 45 minutes et puis après on fera les questions-réponses, etc. Donc tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'organisation d'un festival lycéen, il va y répondre en partie. Mais là, il est reparti. Un saltimbanque, cet homme. Bien. Je vais être quelquefois souvent debout, parce que tout simplement parce que deux raisons. D'abord le fait de pouvoir entre guillemets embrasser les gens. Voilà, c'est difficile de parler derrière une forêt. Mais ne t'inquiète pas, les dernières intervenantes sont toujours restées debout. Bon, c'est parfait. Et puis j'ai eu un souci de santé avec une hernie discale dont j'ai été opéré il y a une semaine. Et grâce à l'endoscopie, j'ai pu être là. Je n'ai pas fait pour ça, mais c'est un système, c'est génial. Donc, mais par contre, on me recommande beaucoup de bouger, ce qui est facile parce que je suis plutôt hyperactif. Donc, voilà. Et donc tout ça va dans le bon sens. Pour le moment, j'étais occupé là à l'instant parce qu'en fait, je faisais un texto à quelqu'un qui m'a écrit, quelque chose et auquel je lui ai répondu. Et je lui ai répondu et je me dis que pour commencer, finalement, je vais peut-être commencer comme ça, tout simplement, en me disant « Hello, cher Auguste, oui, ça va très bien, tu sais, l'opération de Bernice, ma hernie, s'est très bien passée, vraiment. Bon, ça fait une grosse semaine et je suis encore debout, alors tu vois, la rechute n'est pas pour demain. Merci pour ton message, me souhaitant un bon voyage à Paris. Tu m'écris aussi que tu attendais avec impatience de pouvoir lire le texte de mon intervention à Paris sur le réseau des Didascalie et son aventure depuis 30 ans. Ça me touche beaucoup que tu veuilles lire mon texte, mais mon ami, mon frère, que murmures-tu à l'oreille de la tête de cheval, du vieux cheval que je suis? Un texte? Tu voudrais lire le texte, mais tu n'y penses pas. Oui, je vais à Paris. Je vais à Paris, oui, je vais à Paris, je vais parler au roi. Je vais à Paris pour parler au roi, mais j'y vais sans texte rédigé ni rédaction apprise. Je vais hennir. Je vais hennir sans haine d'Iberdis, puisque hernie, comme tu sais, mais je vais hennir. Avec détermination.
Je hennirai à partir des notes de 30 années gravées sur la pierre de la grotte de Lascaux avec mes frères didascaliens. Je hennirai à partir de nos relevés pris à la plume d'oie avec Jacques Croquant. Je hennirai avec les docs du temps passé, des plaquettes, des archives et des paroles didascaliennes partagées pendant 30 ans. Jouer est un jeu, mais pas sans dire. Tu vois, j'y vais chargé comme une mule. Et ma montée sur Paris sera peut-être, ou plutôt certainement, une traversée du désert. Mais c'est sûr, je vais à la Sorbonne pour parler au roi. Parler au roi du spectaculaire intégré dans la monarchie française, sans queue ni tête, du système monarchique dans tout et pour tous, jusque dans l'école de la vie, et même dans l'école tout court. Je vais parler au roi de la démocratisation culturelle qui n'existe que pour ceux qui la font, dont moi-même, sans culotte périgourdingue, comme tu sais. Je parlerai de notre artisanat permanent, de nos bricolages quotidiens, de notre permaculture provinciale au cœur de l'industrie globale, de notre détermination au jour le jour, de notre humilité obstinée à tenter d'être, au quotidien, acteurs saltimbanques dans l'éducation. Censé former des citoyens, c'est dans les textes de l'origine de l'école publique. Or, que fait le roi sous les ordres de la République, de la monarchie française? Que fait le roi? Exit. Et je le dirais en global. Oui, je dirais exit la philo, exit les lettres anciennes, exit le théâtre-éducation, exit le partenariat théâtre-éducation, exit. Vive la monarchie des grands débats, Macron, macaron rond, business, marketing, avant exil à Sainte-Hélène. Dans la grande dérive planétaire, sous contrôle dématérialisé, passez-moi l'expression, lousé, à bientôt, cher Auguste, mon frère, à bientôt. Si je ne rentre pas embastillé jusqu'à la moelle. On n'opère pas la moelle à la polyclinique Bel Air climatisée de Bordeaux. C'est une petite pub parce que c'est là que ça s'est fait, c'était super. Comment je perds les lignes, c'est petit, hein, ça. Oui, de Bordeaux. Juste les hernies discales, comme tu sais. Bon, tu sais, Auguste, mon ami, je n'ai pas la haine, juste l'âge de la retraite et du soleil vert. Tu sais, le film de 1974 du cinéaste Antonio Climati, qui raconte la révolution agroalimentaire toute verte avec des pilules vertes dans une société de contrôle verte. Ça se passe dans le New York de 2022, où règne la pollution et surpopulation et canicule. Bref, on va entrer dans la salle du jeu de paume. Moi qui cherchais comment commencer, ben voilà, c'est tout trouvé, tu comprends. Tu vois, je n'ai pas besoin d'un texte écrit pour parler au roi. Ça viendra tout seul. Tu me connais. Bonne soirée à toi, Auguste, mon frère. À très bientôt sur la Terre ou sur la Lune, avec la bise de ton périgourdingue recyclable dans la salle du jeu de paume. Voilà. Voilà, c'est très difficile en fait de commencer aujourd'hui autrement que ça m'est venu vraiment comme ça. Il m'a écrit un truc en me disant « Ouais, tu m'enverras le texte et tout ». Mais je n'avais pas écrit de texte. Et je me suis dit, voilà, je vais décliner ça pour commencer, pour ouvrir. Parce que je ne crois pas que si nous avions fait ça il y a 20 ans, on l'aurait fait de la même façon, évidemment. Mais que le contexte a tellement changé et change tellement vite. Et puis il y a plein de choses qui vraiment se catapultent autour de cette initiative, de cette aventure, que c'est impossible pour moi de les ignorer en étant avec vous, qui que vous soyez. Et voilà. Et je suis ravi d'être là avec vous et d'être accompagné de Jean-Pierre et de Camille, mes compagnons, nos compagnons, parce que c'est en fait un groupe très important, on va en reparler. Alors, une fois cela dit, il y a des matériaux que je vous ai laissés. Il devait y avoir une proposition vidéaste. De vidéo qui a été il y a eu un problème technique, donc on ne l'a pas avec nous. Alors ce que je vous propose tout simplement, c'est pendant quelques minutes, sauf à penser que vous n'en avez pas besoin, que vous regardiez les documents et que vous parliez même entre vous par rapport à son contenu, de façon à un petit peu, parce qu'on va gagner du temps, enfin la vidéo avait ce but de vivre un peu d'émotion et tout ça. Mais si donc normalement vous avez 4 documents sous les yeux puisque vous êtes ce nombre. Le document général du festival, les 10 questions. C'est-à-dire si vous voulez venir avec un groupe au mois d'avril prochain,
c'est ça qu'on envoie aux gens avant la préinscription. Et puis ensuite, il y a trois festivals qui ont été, dont les petites plaquettes de 3 festivals qui sont dans les derniers et qui ont des expériences qui vont contribuer à notre réflexion si on va jusqu'à cet endroit-là. Vous avez la totale, en fait, vous n'avez qu'un livre par papier. Et puis, voilà, 25, 26, 20. Ça, c'est pour les gens qui vont s'inscrire au festival, je leur envoie ça. Ça, c'est 3 éditions. Il y a 3 éditions du festival. Dans les 3 dernières, elles sont pas. Et elles ont les raisons d'être là, chacune. D'accord. Tu peux quand même nous raconter comment tu as commencé. Comment Tu as commencé? Comment j'ai commencé? Le festival. Ah oui, Tu as commencé petit. j'ai commencé petit. Ah bah oui, j'ai même amené les traces de ça. Non, c'est bien. C'est bien qu'il s'amuse un peu, tu vois. Parce que... C'est votre traducteur simultané? C'est ça. J'ai une répétition. Et c'est où? Je vais pas te faire ça, attends. Je sais bien qu'il me l'a dit ça. Que les gens se connaissent, c'est beaucoup d'étudiants. C'est la licence. Non, il n'y a plus de place. C'est 6 rue Juliette Dodu. 6 rue Juliette Dodu. Odieuse? Dodu. 975 010. C'est 12h30. Vous êtes à 12h15. Ça dure 15 minutes. C'est sur la PNA. Vous avez la carte. D'accord. Alors je vous propose aussi, puisqu'il y en a certains qui ont fini, d'échanger éventuellement par 2 d'entre vous pour si voilà, il y a des choses qui vous viennent à partir des questions que vous poseriez, peut-être de les formuler entre vous, ça ouvrirait déjà des perspectives possibles. Bref, on peut faire du bruit. Allez, vas-y.
Voilà, on va peut-être pouvoir commencer. Voilà. Donc, alors, comment commencer? Peut-être par le début. Donc, il était une fois, comme je dis toujours, un lycéen ou une lycéenne qui va voir une prof ou un prof qui va se tourner vers une artiste ou un artiste pour faire du théâtre. C'est comme ça que ça a commencé à Périgueux, en fait, dans le lycée Lorgaté. C'était en 89, 88, pour ces eaux-là. Et donc en 3 ans, par ce partenariat, je dirais, dans lequel je mets toujours les lycéens, donc lycéens, professeurs et artistes, s'est créé un atelier qui en 3 ans a donné envie de s'ouvrir à un autre au moins lycée où j'intervenais aussi, puisque c'était moi le comédien dans l'affaire, qui intervenait aussi dans un autre lycée, qui a eu envie, quand le premier lycée a créé son atelier, d'avoir aussi un comédien. Donc voilà, ça s'est passé. Donc la première rencontre a eu lieu en 90 au lycée Lorgaté, autour du thème de la conférence des oiseaux, du poète Attard. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire ce fabuleux texte. Et dont une adaptation a été faite par Peter Brook au niveau du théâtre et par Jean-Claude Carrière au niveau du texte, et une adaptation donc dont s'était servi et qui avait donné lieu à la présence de Jean-Claude Carrière qui est venu. Et cette initiative a coïncidé avec une chose très très importante, qui est l'arrivée d'une conseillère d'éducation dans ce lycée, qui avait eu la grande chance de travailler en Pays de Loire, qui est la source du théâtre-éducation en France, dans la dynamique des années 80. Je ne sais pas du tout l'histoire parisienne sur cette question-là, mais au niveau de la France, je dirais que la dynamique Pays de Loire, étendue à la Vendée, ça se passait à l'île de Noirmoutier, ils se rencontraient déjà dès les années 80. Voilà, c'était une dynamique très très forte. Et cette conseillère pédagogique avait vécu ça dans un lycée de Vendée, à La Roche-sur-Yon, et elle est donc venue et elle nous a proposé de prendre des contacts. Elle nous a parlé de ce festival, etc. Et enfin de cette dynamique. Et donc on a fait un lien. Et le premier festival, donc après 90, et qui est le premier Didascalie, c'est 1991, où là, il y a déjà, dès le début, 6 établissements de 8 groupes et un nombre de lycéens que je n'ai jamais pu retrouver dans la mémoire des choses. Et donc ça s'est fait sur 2 jours. Voilà. Et bon, cette dynamique-là s'est étendue petit à petit autour de cette question de partager des choses. Là, il faut savoir que la Dordogne est un département qui n'a vécu vraiment la décentralisation culturelle sur la question du théâtre effective qu'à partir de 85, 86, enfin en tout cas des années Mitterrand. Avant, c'était un désert culturel, la Dordogne. Alors pas pour tout, puisque l'ASCO existait déjà, évidemment, mais c'était au niveau du théâtre vivant. Voilà. Et c'est sur l'impulsion de 2 personnes, qui étaient l'un au département et l'autre à la ville de Périgueux, que la dynamique a pu institutionnellement se créer. Alors ça a son importance parce que la dynamique qui s'opère aussi autour d'une troupe de théâtre qui s'appelait La Vache Cruelle et qui était installée à Périgueux, dont je fais partie à partir de 90, et pour m'occuper donc de toute cette dynamique théâtre-éducation, tout en étant comédien et assistant à la mise en scène de Pierre Ormac, qui était le directeur à l'époque de ce théâtre. Et petit à petit, les choses voilà. Bon, j'ai pas fait le répertoire de toutes les années, mais on passe très vite à 150 élèves sur la 3e. Il y a déjà eu 10 groupes. Oui, donc il y a une aspiration à ça, mais qui est vraiment portée par le département. Et autre singularité
qui, je crois, explique dans les sous-bassements et les trois piliers des didascalies, repose sur évidemment le paysage institutionnel qui nous a très vite aidés pour des raisons, mais ça repose d'abord sur une chose qui est exceptionnelle, c'est qu'il y a à Périgueux une agglomération, donc autour de Périgueux, il y a une autre ville qui politiquement a été concurrentielle pendant des années, là encore d'ailleurs, qui s'appelle Boulazac, qui a en tout cas 4500 habitants, mais qui a une très très grosse dynamique culturelle. Et il y a une opposition politique historique toujours sur les deux, mais ils se sont, grâce à la personne du département dont je vous ai parlé, Pierre Guichneller, pour ne pas le nommer, si je le nomme, qui a lancé un petit peu cette proposition aux deux partenaires culturels de se joindre aux didascalies. Et ces deux partenaires culturels, contre vents et marées, malgré les choses trappes et les balais des ronds de jambes et compagnie, a tenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a 2 ans, il y a eu une très grosse crise avec les deux institutions qui avaient envie de se passer de nous, définitivement, ne plus faire ça, parce que l'industrie, parce que ceci, parce que cela, eh bien, ont compris que ce festival, il existait que parce qu'il y avait aussi deux institutions locales, culturelles, l'Odyssée, la scène conventionnée de Périgueux, et l'Agora de Boulazac, qui est un pôle de ressources du cirque. Et ça, c'est très important, parce que c'est le sous-bassement, le triangle, quoi. Et il suffit qu'un des trois laisse tomber pour que tout tombe. Je crois même que si beaucoup de festivals ont disparu ou se sont transformés en printemps théâtraux, comme vous connaissez, mais très peu de festivals existent vraiment en France dans ce type de dynamique, c'est parce qu'ils reposent soit sur aucune structure institutionnelle, soit sur une seule. Je pense que si nous avions été toutes ces années uniquement partenaires d'une seule structure institutionnelle, l'Agora ou l'Odyssée, l'un ou l'autre, je pense qu'on aurait été à un moment donné mangé, puis digéré, puis disparu. Voilà, je suis quasi certain. Parce que l'évolution autour de la culture que j'ai un peu décrite dans la lettre que j'ai envoyée à mon ami tout à l'heure, dit ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on en parlera peut-être. Voilà, en tout cas, ça commence comme ça et ça se développe autour de ça. Alors, il y a aussi, j'ai envie de dire, l'histoire de ma compagnie, Théâtre Grandeur Nature, qui a un lieu qui s'appelle Le Paradis Galerie Verbale, donc j'ai dû, oui, c'est ça, j'ai mis, il en reste très peu, ça a tourné, donc qui est un lieu de résidence. Alors ça, c'est une histoire singulière à la française, avec un projet, la rencontre avec un maire politiquement qui avait cette gestion de ces maires, je dirais, qui, en dehors de tout système, peuvent, à un moment donné, s'impliquer dans un projet d'une personne, porté par une personne ou par une équipe, mais souvent une personne. Donc il s'agit de Xavier Darcos, qui a été maire de Périgueux, mais aussi ministre de l'Éducation nationale à certaines périodes. Et comment ? Sous Sarkozy ? Oui, très peu de temps sous Sarkozy. Il a été avant avec Balladur. Il a été l'adjoint de Ferry, de Luc Ferry. Donc ça, la dynamique, voilà. S'il y avait une sorte d'humanisme, il y a une sorte d'humanisme chez cet homme, peut-être un peu désuet, parce qu'il n'a pas survécu au raz-de-marée sarkozyste. Voilà, il a de la méthode Sarkozy, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et donc, il a contribué, enfin personnellement, mais pas seulement, parce que je maintiens que s'il y avait eu donc que l'Odyssée de Périgueux l'était, sans Boulazac, ça serait pris les pieds dans le tapis très vite, pour les raisons. Alors, en sachant que Périgueux est historiquement de droite et Boulazac est historiquement communiste. Donc, c'est évidemment, on a réussi à être des deux côtés. Mais le département joue un rôle très important. La Dordogne, c'est 300 000 âmes dans le plus grand département de France. Donc, il y a une dynamique rurale très importante. Il y a une économie soit touristique, soit rurale, qui est l'essentiel de ça. Donc, le département joue un rôle considérable dans ce genre d'espace, je crois.
en tout cas en France. Alors, le fait que la compagnie de théâtre grandeur nature, moi très vite, je disais tout à l'heure à Bernard, moi ça m'ennuie de tourner des spectacles. Je m'ennuie, j'ai besoin de m'enraciner, je bouge tout le temps, donc voilà. Donc très vite, on est devenu une compagnie d'implantation. À l'époque, dans les années 80, c'était les 90 même, c'était bizarre. Enfin, on n'était pas très bien perçu parce que créer un spectacle, tourner, c'est le but des comédiens, saltimbanques. Enfin, alors que je rêvais de travailler sur l'implantation et autour en particulier de cet aspect-là, mais pas seulement, puisqu'il y a un lieu de création et d'accueil en résidence. Et alors, on a réussi à trouver ce petit espace, et juste pour le symboliser, je dis toujours que quand l'idée aussi du paradis, de comment il est le paradis, Galerie Verbale, hein, c'est le nom, hein. C'est pas paradis seulement, c'est le paradis Galerie Verbale. C'est comme si, vous savez, dans les dessins de Sampé, imaginez 2 grandes tours, voilà, c'est l'Agora et l'Odyssée, puis au milieu, il y a une petite baraque, toute petite, qui est entre les deux, et vous avez plein de gens qui vont de chaque côté vers l'Agora et l'Odyssée, vous voyez, qui se déplacent vers, et puis il y a quelques personnes qui sortent et qui vont, voilà, on a 50 places dans la salle, et ben on est encore là 20 ans plus tard, donc c'est très étrange, c'est vrai que c'est une histoire étrange et mystérieuse, même pour nous. Donc, mais tout ça a permis, ne tournant pas, n'étant pas dans des problématiques de création lourdes, longue durée et tout, ça m'a permis d'être très disponible pour travailler sur la question culturelle, relation avec l'éducation et tout, sachant que j'avais une formation, moi, d'animateur de maison de jeunes à l'époque, avant le socio-culturel, et j'ai été responsable d'un équipement dite maison de jeunes pendant quelques années avant de me consacrer totalement au théâtre. Donc il y avait cette double aussi, peut-être, chose qui a permis ça. L'histoire des didascalies, on est à un tournant là parce qu'on arrive très vite aux années 2010, parce que ça, il y a une montée, la ville de Périgueux récupère la politique culturelle de l'ensemble de la ville, alors qu'avant c'était juste des gens comme ça qui avaient des responsabilités, donc il y a une demande de lisibilité de la part du ministère de la Culture, fait qu'il y a un centre culturel qui se crée, qui s'appelle l'Odyssée. À l'époque, il n'était pas, en 90, il existait juste. Et même déjà à ce moment-là, la dynamique didascalienne, des didascalies, on a vraiment l'impression de construire sur du sable. Alors la construction sur du sable, si vous ne le savez pas encore, c'est la plus solide qui existe, mais à condition de construire large. Il faut construire très très large pour que le poids de la construction lui-même tienne sur le... On a d'ailleurs dans la nature des espèces de pics sur lesquels il y a un truc qui tient, et c'est le poids qui permet au sable de tenir contre vents et marées jusqu'à une certaine limite, parce que les sables peuvent devenir mouvants aussi. Donc il y a certaines zones de la largeur qui font. Mais c'est vrai que c'est hier. Donc en travaillant à la fois sur les didascalies, mais aussi sur l'implantation, sur l'artistique, sur l'éducation, sur la formation, sur tous ces aspects-là, en ayant notre compagnie, elle a comme seul point commun le théâtre. Mais on fait des interventions dans tous les secteurs, ce qui serait impossible dans une ville même enfin, de 100 000 habitants, 200 000 habitants, ça ne serait pas possible. Ça c'est vraiment dû au fait qu'on est sur une ville qui fait 30 000 habitants, et qu'il y a une identité qui s'est créée, et on n'est pas les seuls hein, sur le lieu, mais sur la ville, mais on est le seul. Le lien avec les didascalies, il est aussi autour de la question du réseau, parce que dès que vous avez, dès le début, dès qu'il y a 150 jeunes qui sont là, il y a 2 accompagnants par groupe, ça fait 30, même s'il y a 10 groupes, il y avait 20 adultes. Oui. Dès qu'il y a 15 groupes, il y a 30 adultes, encadrant côté professeur. Et donc, il y a grosso modo, nous on a toujours été, on est passé grosso modo de 25 à 35 adultes, artistes et personnel d'encadrant, technique, enfin c'est administratif et tout, en plus. Donc ce groupe des didascaliens aujourd'hui, qui fait entre 270 et 280, enfin entre 200, on va dire 250 et 300, il y a 65 adultes qui accompagnent ça. Les enseignants ne sont pas rémunérés, mais tous les autres, les 35, sont rémunérés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénévolat. Les seuls bénévolats possibles, c'est des anciens lycéens didascaliens
qui, avant de quitter le nid des didascalies définitivement, demandent de faire un stage, une année, voilà. Et donc voilà. Alors c'est à leur... nous, on ne court pas après, c'est eux qui viennent. Et si on leur dit de nous rappeler 2 mois avant le festival, et s'ils nous rappellent 2 mois avant le festival, et on construit avec eux un projet pendant le festival. Mais sinon, c'est c'est rémunéré. Tout ça me permet de venir, avant de rentrer dans une dynamique. Tu m'aides, hein, Bernard, à suivre le chemin sans savoir où on va. Pas puis mes camarades les interviewer. C'est l'idée qui m'est venue hier. J'ai eu ma fille au téléphone qui, tout à fait par hasard, et je lui racontais ce que je venais faire ici. Puis elle dit, mais tu sais, papa, j'ai l'impression que tu fais de la permaculture depuis des années. Et j'avais absolument jamais relié ça à ça. Mais ayant eu l'occasion de visiter un site cet été, là où elle habite, c'est-à-dire dans Padère, dans la Corbière sauvage, enfin elle n'est pas là en permanence, elle est à Londres, mais elle y a une maison, et elle m'a fait rencontrer des permaculteurs, cultivateurs, permacultivateurs, et donc j'ai visité un lieu de permaculture, et c'est ça. C'est-à-dire, en fait, il y a quelque chose de très humble là-dedans, parce que la permaculture, faut mettre les mains dedans, voilà. Mais ça repose aussi sur beaucoup d'interactions entre la nature, ce qu'on y plante, et c'est très étonnant. Alors c'est tout neuf, donc ça trouve, mais j'aime assez ça qu'elle m'ait dit ça comme une figurante. Je lui dis c'est incroyable, mais oui, il y a de ça. Donc comment être tous les jours, alors sans biodynamique, hein, je ne sais pas, je n'ai fait aucune étude sur la biodynamique, c'est le système de la permaculture qui permet avec le système cyclique des saisons, enfin, et des forces des étoiles, enfin compagnie. Ça, pas du tout, les didascalies, on n'en tient pas compte. C'est vraiment très rural ce que je vous dis, c'est vraiment... Mais c'est intéressant parce que il y a quelque chose c'est pas par hasard j'en parle, enfin, vu ce qu'on vit autour du climat, autour de la ruralité, des questions de survie, etc. C'est intéressant de tout d'un coup se rendre compte que nous, dans la survie, quelque part, qu'on a pu imaginer devenir un développement, il y a cette idée de permaculture, d'être tout le temps... Voilà, alors, ça repose aussi plus humainement, mais je pense que la permaculture, ils font ça avec les plantes elles-mêmes, une sorte d'intelligence collective. Alors, l'intelligence collective, elle repose sur trois trucs, plus un quatrième, parce que je pense que le quatrième est important, c'est par lui que je commence, un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, l'intelligence collective, elle tourne en rond, voilà. Et elle repose, cette intelligence collective, sur la confiance, la disponibilité et l'initiative. Ça veut dire que ce réseau de théâtre-éducation, et c'est ça qui est très mystérieux, vraiment 30 ans après, c'est que il y a du mouvement, il y a un cadre qui existe, qui est très précis, dont vous avez, si vous regardez les petits bouquins, vous verrez, il y a quelque chose qui se perdure, on va en revenir sûrement, mais il y a aussi un flux qui, lui, est très très mouvant, enfin, mais on se retrouve avec des gens avec qui on ne passerait pas 2 jours de vacances, mais avec qui on peut, pendant 4 jours, on sait pourquoi on est là, ce qu'on y fait, et ce qui se vit. Alors, j'ai envie de dire c'est facile, avec des ados. Moi, la première fois que j'ai travaillé avec des ados dans ma vie, le hasard a voulu que j'étais resté en coulisses, parce qu'à ce moment-là, j'avais peur pour mes petits, donc j'étais resté en coulisses. Et c'était la fiancée de l'Aude, Tara Benjeloun, donc c'était sous le soleil, etc. Et il y avait des coulisses, comme vous voyez les acteurs sur la scène, vous avez un contre-jour, vous voyez, parce qu'il y a plus de lumière, enfin dans les scènes de sol colorées, il y a plus de lumière sur la face que sur la... Et des coulisses, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de... Oui, comment ? D'halo. D'halo, tout autour d'eux. C'était irisé, quoi. Et là, j'avais 30 ans, 35 ans, 30, je sais pas combien à l'époque, je me disais, c'est incroyable, mais c'est l'âge des dieux, quoi. Si les dieux sont éternels et qu'ils font tant de conneries, c'est parce qu'ils sont ados, quoi. Et là, alors en plus, bosser sur la fiancée de l'eau, qui était vraiment une histoire liée à Dieu, mais aussi au Dieu dans tous les sens, hein, c'était très très fort de vivre cet instant-là pour moi, et je crois que c'est très très important, parce que les ados, là-dedans, ils jouent un rôle très important, et on va certainement y revenir. Enfin, vous l'avez été, donc, et vous n'êtes pas loin encore. Moi, je sens aussi des parties de moi-même ado. Mais il y a quelque chose de très spécifique pendant ces années-là.
Au collège, c'est différent. Et après, voilà, qui fait que j'ai même, à un moment donné, à partir des Diascali, repris le terme de comment, alors dès que je cherche un nom, tac, je me mets la pression et c'est fini, de celui de Jarry, Alfred Jarry, qui a fait Hugues Roy, et de dire qu'à un moment donné, des lycéens qui sont sur la scène, ils ont un art à eux, que j'appelle l'art potachique, comme il y a l'art brut, comme il y a l'art premier, l'art potachique, c'est-à-dire qu'ils vont jouer dans une dynamique adolescente, assumée, accomplie, et qu'après, quand ils vont grandir, ils vont devenir adultes. Et ils jouent plus du tout pareil. Et ça veut dire qu'ils ne singent pas les adultes aussi. Ça veut dire que c'est vraiment dans leur énergie d'ados qui vont chercher des choses. Et ça, c'est vraiment un instant passionnant quand ça se révèle. Alors, les Didascalies, il y a 300 jeunes qui se retrouvent là-dedans. Ça rayonne beaucoup, ça aussi. Parce que les plus matures, puisqu'il y a 3 niveaux, seconde, première, terminale, en moyenne, les ados viennent 2 ans, en moyenne. Il y en a qui font 3 ans, quelquefois 4, malheureusement pour eux. Enfin, en tout cas, c'est... Et puis, mais quelquefois 1 année, mais c'est très dur de les retenir à venir 2 années. Et là, on voit bien que la dynamique, elle se prend au jeu là-dedans, quoi. C'est sûr. Et voilà, Jean-Pierre. Oui, non, je voulais juste peut-être ajouter, en plus des 4 piliers que Jean-Marie vient de citer, peut-être aussi l'envie. L'envie des ados et la dynamique collective qui se crée lorsque 1, 2, 3 sont en demande par rapport... Je disais tout à l'heure qu'ils vont voir un prof, donc il y a une dynamique qui se crée, mais ça part aussi, moi je l'ai vécu en tant que responsable d'établissement scolaire, de l'envie de passer de cette identité adolescente peut-être, et par le jeu du théâtre à quelque chose qui est plus personnel, plus adulte. Alors Jean-Marie, dis-nous, comment ça se passe le festival? Ah, bien. Comment ça se passe? Comment ça se prépare? Comment ça se déroule? Ça se passe dans combien de temps? Qu'est-ce que vous jouez? Qu'est-ce qui se joue? Enfin, comment ça se passe? alors, oui. Et je rebondirai en posant la question de qui décide des spectacles, qui crée, qui... Alors, le document que vous avez, dans le document qui est mis, il y a un petit paragraphe important qui est celui qui dit, y a-t-il un thème pour le festival? Non, il n'y a pas de thème commun. Cependant, favorisé par la rencontre du théâtre, de la danse et de leur métissage, les thèmes du corps, de la parole, de la rencontre et du partage sont particulièrement mis en jeu à partir de textes du répertoire classique et contemporain, ainsi que des écritures lycéennes. Et la petite faute d'orthographe, de liaison qu'il y a, que j'ai cru que j'avais viré, cependant favorisée, elle est de moi. Donc j'assume ça. C'est la seule, je crois, du document, mais elle y est. Donc, donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tous les groupes sont indépendants. C'est un réseau. Alors, c'est impossible de ne pas parler de ça sans parler du réseau. Le réseau, il repose sur quoi? À un moment donné, on s'est demandé comment on allait faire pour faire face à la demande et passer des années de misère, des accidents, à quelque chose de stable. Alors, c'est là où le cadre est important. Dans le cadre posé, à partir d'un certain moment, on s'est dit, il faut rendre prioritaire ceux qui étaient là l'année d'avant. Alors, c'est très bizarre, mais c'est le principe même du réseau. Pourquoi? Parce que si on recherche forcément des gens nouveaux, on prend le risque d'être dans le consumérisme, c'est-à-dire le changement, le truc, vous voyez, on va de l'un à l'autre. On a eu des gens qui venaient comme ça, qui nous disaient, ouais, on va revenir, on va venir et tout. Et puis, Montesquieu de Bordeaux, pour ne pas le citer, qui, en fait, option à Lourdes, etc., invité par la DRAC à venir absolument au festival des Didascalies, enchanté par le festival, et on ne les a jamais revus, quoi. Voilà. Ça, mais c'est spécifique aussi aux enseignements de spécialité, où vraiment pour les profs, il y a le challenge du bac et tout, et c'est un réseau dans le réseau, ça, je trouve, c'est un réseau un peu à part en France. Pour avoir longtemps participé aux universités d'été et congrès et autres choses nationales en France sur le théâtre éducation, je le dis ça. Je le dis, Voilà, alors, pour coller à ta... Est-ce que j'ai répondu à la question? Un peu, ouais. Pas un peu seulement, alors qu'est-ce qui te... C'est-à-dire qu'en fait, c'est qui... par exemple, un lycée s'inscrit, oui, et chacun de son côté, donc, indépendamment, oui, avec le prof et un artiste associé, oui, vont décider d'un spectacle qu'ils vont présenter. D'un projet. Alors, la question du spectacle, c'est un mot très important. Parce que on lutte
quand on parle de spectaculaire intégré, on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera d'une question politique, mais le spectaculaire intégré, le problème dans le mot spectaculaire intégré, c'est pas le mot intégré, c'est pas le mot, c'est le mot spectaculaire, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, c'est comme ça. Donc la question du spectacle, pour nous, elle pose beaucoup. Est-ce qu'on monte un spectacle? Est-ce que quand on fait un spectacle, on fait forcément, quand on fait du théâtre, est-ce qu'on fait forcément un spectacle? Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça s'arrête? Et ça, c'est des questions posées en permanence. Par exemple, si on considère qu'au théâtre, le fait de prendre un livre et de le lire, c'est le premier acte du théâtre. En tout cas, moi, j'ai appris le théâtre comme ça. C'est le premier acte de théâtre. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience entre nous, je lis quelque chose et vous l'entendez. Même si je ne joue pas, il y a une lecture, une interprétation. C'est l'acte primordial du théâtre. Et puis ça va jusqu'à 397 241 acteurs, musiciens compris, sur une scène incroyable qui vont jouer dans un public pour 3 personnes. Bon, c'est possible que ça existait au temps des rois, mais on n'est pas loin. Et donc, voilà, tout ça, c'est l'étendue. Mais là-dedans, qu'est-ce que nous recherchons dans la question du théâtre? Donc, ça, au didascalie, on ne répond pas à la question, mais dans le cadre du didascalie, on pose la question tout le temps. Interroger le spectacle, le spectaculaire, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est pour ça que dans les documents que vous avez, on appelle ça présentation de travaux, et non pas présentation de spectacle. Or, ta question est intéressante, parce que si on regarde les premiers document, c'était spectacle, enfin le mot spectacle revenait, voilà, enfin bref, c'était ça qui était prévu, quoi. Spectacle de, maintenant c'est présentation de travaux. Les groupes sont autonomes, alors là il y a vraiment de toutes les manières possibles, hein, dans l'histoire, mais ça va ressembler à ce que vous savez, ou vous allez découvrir par vos enquêtes, vos expériences personnelles. Le théâtre lycéen, enfin avec des lycéens, s'invente de mille manières, ça dépend des gens. Oui. Alors, les travaux, les présentations de travaux, il les crée pendant le festival? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Alors, il y a eu 2 époques. Il y a eu l'époque, parce qu'il y a eu plusieurs révolutions dans l'histoire des didascalies. La première époque, on présentait des spectacles de 1 demi-heure, et c'était au mois de mai. Donc vous aviez des spectacles finalisés, avec... alors, là, le problème qu'il y avait au didascalie, c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais joué en public. Leur spectacle, ils l'avaient fini, mais c'était la première. Et d'autres qui avaient déjà dans leur ville, joué déjà 3 fois. C'était la dernière fois qu'ils jouaient. Donc ça crée une disparité incroyable au niveau de qu'est-ce qu'on faisait ensemble, quoi. Qu'est-ce que c'était que ça? Et la question là du spectaculaire se posait énormément parce que fallait alors que nous au niveau du cadre on a toujours dit éclairage, plan fixe, plein feu fixe, pas d'effet, rien, etc., etc. Ça a évolué parce qu'on sait quand même évoluer et aider les techniciens lumière et son à exister aussi dans un projet comme ça. Et comme c'est beaucoup plus maîtrisé, on le fait un peu, enfin c'est différent maintenant. Mais à l'époque, c'était très cadré, quoi. On avait ça. Alors ça faisait drôle à des gens qui avaient joué la veille ou 3 jours avant dans leur théâtre, même si là où on joue à Périgueux, parce qu'on a des salles, hein, on a vraiment des salles pour jouer équipées. Enfin ça c'est vraiment c'est incroyable. Il y a des lycéens qui retournent après dans leur ville, qui jouent jamais dans des lieux pareils. Mais justement l'invitation au spectacle, elle est là, quoi. Les orses du spectaculaire et voilà. Donc oui. Du coup ils préparent un travail, ils vont au festival et au festival ils le retravaillent pour le présenter. Pas du tout. Okay. Ou alors voilà comment ça se passe. Non mais c'est très simple. Tu vas comprendre. À l'origine des temps, mais on va revenir parce que voilà, c'est à l'origine des temps, ils venaient au mois de mai, ils présentaient leur truc, 1 demi-heure, je crois même à une époque, peut-être même qu'au début, on disait leur entière, s'ils avaient 1 heure de spectacle, ils jouaient 1 heure. Bon, c'est possible. Mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que d'abord, il y avait le nombre, donc on a limité à 30 minutes. Et puis, l'inspiration des Pays de Loire, où Bernard déjà sévissait sérieusement, comptait déjà pour... ce qui se passait, puis plus ces rencontres, parce que moi, j'ai participé dès 91 à des stages de formation du théâtre-éducation. Moi, je ne savais pas... voilà. Ça a changé mon métier de metteur en scène, hein. Même de professionnel, en travaillant avec des lycéens, en travaillant le collectif autrement, etc. Ça, c'est sûr. Mais là, par rapport à cette question, lorsque les lycéens se retrouvent en début d'année, ils préparent un projet. Alors, quand les didascalies étaient au mois de mai, là, ça va être le mois de mai, là, ça va être le mois de... voilà, plutôt. Quand c'était au mois de mai, il y a eu le syndrome que je vous ai dit tout à fait, d'accord. Ouais. Mais à un moment donné,
ça posait des problèmes. Et ça posait des problèmes à cause de cette disparité de ce que je vous dis. Et puis il y avait une autre question. C'est que dans la relation aux deux lieux, Odyssée et Agora, il y a en fait une année sur deux, on change. C'est-à-dire une année, l'une des salles nous accueille avec les lycéens, jouer pour le jeu, et l'autre centre culturel, l'autre scène, voilà, accueille les spectacles professionnels, un spectacle professionnel. Et puis l'année suivante, ping, on inverse. Et ça, cette question de ne jamais avoir focalisé sur un lieu l'accueil des élèves, bon, ça posait des problèmes d'organisation énormes, de tension, etc., parce qu'au bout d'un moment, ils en ont eu marre de nous. Je le dis clairement, hein, je me considère indépendant et je crois que c'est aussi la parole qui délivre les choses. Donc je le dis depuis des années, je pense que s'il n'y avait pas eu ce va-et-vient de l'un à l'autre, ça aurait été encore pire que ça a pu être par moment avec ces lieux culturels. On en est toujours là, donc on se déplace ici, on revient. Pourquoi on change? Pour ces deux raisons-là. La question des lieux qui n'arrivent pas à programmer au mois de mai. On avait des spectacles qui s'improvisaient au dernier moment par les lieux culturels. Parce que, en fin d'année, il y avait des acteurs blessés, fatigués de la tournée, qui n'avaient pas envie de venir au mois de mai, parce que c'était vraiment au mois de mai, quoi, fin mai, quoi. La saison se termine, vraiment, c'était compliqué. Donc, à partir de là, on a décidé deux choses. On vient carrément en hiver, janvier, février, mars, avril, et par ailleurs, on se cale, nous dit Dascali, sur une proposition de spectacle du centre culturel concerné par l'année, et on se cale sur ce timing, sur ce calendrier. Donc ça peut être janvier, février ou mars. Nous avons vécu entre-temps l'hiver 2012, où on a été obligé presque d'arrêter, le festival a failli être annulé, à cause de la neige, du froid, et tout, et où on a, donc ça c'était début février, et où maintenant on fait vraiment mars, avril, mais c'est difficile, on va pas du côté. Mais à une époque c'était même en janvier. Hein. Alors là c'est passé un phénomène incroyable. Alors on est toujours dans ce cas-là sur des présentations de travaux, c'est pour ça que j'arrive pas à répondre à ta question, parce qu'en réalité ils commencent à travailler, ils viennent présenter un état du travail, une traversée, d'accord, et qui est discuté dans le cas, ça on va revenir, du statut de la parole, très important au Diascali. Et puis ensuite, ils retournent dans leur lycée, et en fin d'année, dans leur lycée, ils présentent les choses. Cette formule-là, on a eu très peur. Alors, je dois reconnaître, j'ai beaucoup pesé pour qu'elle soit prise, à la fois parce que je suis un mec très politique, et donc je me disais qu'avec les centres culturels, on ne sortirait jamais de l'ornière du spectacle de fin d'année avec des acteurs au bout du rouleau, enfin tout ce que vous voulez, donc des trucs qui n'étaient pas bien, quoi. Et puis donc ça les soulageait, et puis en plus ça les honorait qu'on soit, parce qu'ils choisissent la programmation. Madame, pardon, je ne comprends pas le côté acteur au bout du rouleau. C'est les élèves? Non, c'était les spectacles professionnels. Mais c'est des spectacles professionnels. Les spectacles vous professionnels. savez pas ce que c'est. Alors ça a peut-être changé. C'est un mélange en fait, c'est ça? Oui. C'est un mélange en fait. Oui, spectacle. il y a un... Je vois que oui, il y avait Madani par exemple. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et eux, du coup, ne répondaient pas toujours bien présents finalement dans c'est-à-dire qu'en fin d'année, ça posait des problèmes. Puis souvent les tournées étaient finies. Oui, et puis ils ne programment plus dans les centres culturels. Enfin, peut-être plus maintenant, mais c'était voilà. Mais Jean-Marie, maintenant que vous présentez au mois de mars, vous présentez des états de travaux. Oui. C'est toujours 30 minutes, 15 minutes. Alors, on est passé entre-temps, il y a longtemps qu'à ce moment-là, on était... attendez, je réfléchis. Oui, on était passé à une demi-heure. Et en fait, la nécessité, merci Bernard, de passer à une demi-heure, c'était tout simplement que chaque groupe, quand il arrive au Didascali avec son projet, et qu'il va repartir après dans son lycée, il s'est passé une chose extraordinaire. C'est qu'on croyait que c'était le risque, c'était le second risque. C'était de s'aficionner beaucoup à la programmation culturelle et d'être n'importe quand dans le calendrier, vous voyez, de ne pas avoir une régularité, mais ça s'est passé très bien. Et puis la deuxième chose, c'est que les groupes, ils viennent au Diascali, et puis après, on va continuer. Et en fait, dès la première année, ça a été le coup de foudre absolu. On a eu des retours des profs de lycée qui nous ont dit génial,
le groupe, donc au mois de février, jouait un état du travail provisoire. On a eu même quelquefois des lectures sur scène. On a même eu un groupe de danse qui est arrivé avec Jean Massé, que vous avez connu sur Bordeaux, sur l'Aquitaine, un danseur, un groupe de danse. La veille ou 3 jours avant, la prof me dit on ne peut pas venir, on n'est pas prêt. Mais venez faire une répétition avec le danseur a été il est venu, ça a été super. Ça a été super. Oui, on est toujours aspiré par le spectacle, mais en fait, le travail, on adore ça, enfin, présenter des bouts de choses et tout. Et ça redynamise les groupes. C'est-à-dire qu'après, les groupes, alors, c'est lié aussi au statut de la parole, voilà, qui a pris sa place énorme dans le système. Est-ce que là, j'ai répondu à ta question? Oui, ça se clarifie. Ça se clarifie. Ensuite, ils retournent dans leur lycée, ils retambouillent tout ça. Quelquefois, ils changent carrément les choses parce que ça a été une catastrophe, on dit enfin pour eux. Hein. Et parce que là, les relations publiques, ça fait partie du statut de la parole aussi, c'est énorme. Et puis ils finissent l'année, et moi ça m'est arrivé de voir des spectacles à la fin de l'année dans des lycées qui étaient, c'était très très différent de ce que j'avais vu au début. Qu'est-ce que vous appelez statut de la parole? C'est quoi? Oui, alors, on va y comment on parle? Oui. Comment on va y parler? Alors ça... Et Michael. Oui, vas-y. Du coup, il y a bien des aides. Vous les aidez à créer... Enfin, ils arrivent avec une proposition, et il y a des ateliers qui les... Pas du tout. Non. Il y a des ateliers, mais c'est des ateliers découvertes. C'est l'endroit très social où on mélange les jeunes entre eux, etc. C'est plus sur le plan de la découverte, etc. Quand on a le temps, parce qu'on fait quand même pas mal de bus dans la ville du Michael, c'est que les groupes qui viennent, c'est des groupes qui travaillent en atelier toute l'année dans leur lycée. C'est ça que tu disais. Sur les 4 jours. Sur les 4 jours, ouais. C'est des conversations en fait, c'est des conversations. Ah, parce que tu pensais qu'il ne venait pas le 4 jours. Si, justement, qu'est-ce qu'il faut pendant ces 4 jours? Alors, qu'est-ce qu'il faut pendant les 4 jours? Alors, pendant 4 jours, du côté du lycée, on va pas te lâcher, hein. Il débarque, il a d'abord pour commencer un programme heure par heure et jour par jour. Voilà, c'est-à-dire à la minute près pour rentrer 350 personnes et 15 groupes, 20 groupes là-dedans, il y a une gestion du temps, à minuter. Ça, c'est le bibliobus du festival. Voilà, c'est tout détaillé. Voilà. Bon. Deuxième petite chose, lorsque les lycéens, donc ils arrivent, qu'est-ce qui se passe après? Attendez, je commence à être tiré des bords avec l'anesthésie, vous savez, locale, justification. Qu'est-ce qu'il faut un peu d'amphétamine? Qu'est-ce qu'il faut pendant 4 jours? Ouais. Alors, ils arrivent et alors chaque groupe, je vais parler de chaque groupe. Il arrive, il vient. Bon. Alors, on va passer sur le premier jour et le dernier parce qu'ils sont un peu à part, mais voilà ce qui va se passer pour lui-même en tant qu'acteur. Il va arriver, il va avoir 1 heure de préparation, on dit pas répétition, on dit préparation sur scène. 1 heure de préparation hors scène. Quelquefois 1 heure supplémentaire quand c'est vraiment au début de l'année parce qu'il y a des charrettes. D'accord ? Et ensuite, il va présenter 1 demi-heure son travail. Et ensuite, il va y avoir une conversation avec la scène. Ça, c'est l'outil qu'on a inventé, le dispositif qu'on a inventé en dernier. On va y revenir après. Et puis ensuite, ils ont entre eux un atelier de parole avec un seul adulte sur un modèle qui a été d'ailleurs inventé. Bernard, tu n'es pas loin de l'avoir au moins beaucoup suggéré ou contribué à son évolution ou à sa naissance. T'es le papa, non, des adultes? Non, pas du tout. Bref, en tout cas, c'était... Non, parce qu'à un moment donné, tout ça suivait dans des dynamiques... Les universités d'été, c'était génial. C'était vraiment un moment incroyable de profs et d'artistes. Faire du théâtre ensemble, on était 40 ou des trucs comme ça. C'était énorme. Ça durait 4 jours. Les années 90, c'était... voilà. L'histoire du théâtre éducation est née vraiment en France elle n'a pas commencé, mais elle est née vraiment en France avec l'arrivée de Mitterrand et elle s'est terminée vraiment d'une manière effective avec la mort de Mitterrand, le jour de la mort de Mitterrand. Dès qu'ils sont sortis de la cathédrale de Paris, les derniers, là, hop, ça a été fini, on est passé à autre chose. Les options facultatives ont été baissées, le financement, enfin, toute la dynamique, ça a commencé à s'effondrer. 95. C'est fou, hein. Mais tu as quand même continué les escaliers. Mais on a continué. Alors on a continué parce que le statut de la parole. C'est ça qui est important. Alors le statut de la parole. Donc alors, on est donc il y a ça. Et puis il y a. Non mais parle-nous du statut de la parole. Oui, je vais revenir. Ah mais non, je te lâche pas. Tout le monde veut savoir. Donc je voulais dire que je sais plus quoi. Le dernier point, c'est l'informel. Et là, il y a un mystère, c'est que, ils dorment dans des hôtels, ou dans des chalets à une période, et c'était mieux.
parce qu'ils étaient entre eux à la campagne, et voilà, c'était super. Bon. Et un jour, il y a une lycéenne de Bertrand de Bordes, d'un lycée de Périgueux, qui a fait partie du staff, et qui est allée qui est allée dormir dans les chalets, parce que c'était prévu dans le staff qu'elle aille dans les... Et elle est revenue le lendemain matin, le première nuit, et il m'a dit, mais Jean-Marie, je croyais avoir vécu des didascalies extraordinaires pendant 3 ans en tant que lycéen, d'accord ? Mais c'est faux, c'est pas en tant que périgourdin que c'est génial, c'est les chalets, quoi. Et là, on a appris qu'en fait, il passait la nuit, alors première nuit, beaucoup, la deuxième nuit un peu moins, la troisième, oui, bien sûr, à discuter, mais on savait ça, mais là où on pouvait penser qu'ils discutaient, j'ai envie de dire, qui discutaient de leur vie, leurs copains, pas du tout, de leur mère ou de leur père, pas du tout. Ils parlaient du festival, et c'était l'atelier de parole informel. Mais c'est incroyable. Moi, le jour où j'ai entendu ça, c'était surtout l'énergie de la lycéenne de Périgueux qui dit, mais j'ai rien vécu, je vais recommencer. Voilà, c'était un peu ça. Alors, le statut de la parole. Il est très important parce que, jouer, mais pas sans dire. Et dire, c'est pouvoir en parler, c'est pouvoir aussi s'écouter. Et là, c'est très très important parce que dans l'histoire de la parole, personnellement, là où j'en suis, je ne sais pas comment mes camarades et comment vous-même vous vivrez ça, mais je trouve que l'idée de... même une soirée comme celle-ci, c'est très frustrant en fait. On ne va jamais au bout de ce qu'on pourrait tout dire. On va dire, oh merde, j'ai oublié des trucs. J'aurais pu poser cette question-là. Enfin, la question de la parole est très frustrante. Et ça vient aussi des années de formation autour du théâtre éducation, où on se rend compte que les débats, comment les formaliser, comment aider à ce qu'il se passe quelque chose, même si au bout du compte, on est frustré. Donc déjà, l'idée de la frustration. Mais aujourd'hui, une autre dynamique est arrivée sur la parole, c'est et c'est venu, tout bêtement, parce que quand des lycéens se lèvent pour dire quelque chose dans la grande salle où on est 350, adultes compris, c'est pas facile de parler fort, en pensant en même temps et tout. Donc, on a pris l'habitude, et c'est devenu vraiment un réflexe maintenant, ça a commencé ça vraiment il y a quelques années seulement, de dire aux jeunes à un moment donné, écoute, prends ton temps, respire, fais que tu veux, et prends ton temps parce que tu es en train de penser à haute voix, et que c'est pas simple, et que ça prend aussi dans des situations comme ça. Et c'est très fort, enfin c'est des moments qui sont très forts, ils prennent le temps de s'exprimer. Donc ça veut dire que l'écoute aussi le permet. Et alors ça c'est le mystère aussi des didascalies, parce que il y a une très grosse ferveur, il y a la fête, il y a beaucoup de surprises aux didascalies. En plus ils arrivent le mardi, ils sont dans l'énergie du début, et le mercredi ils se rendent compte, nous on est crevés déjà parce que ça n'a pas commencé le mardi, et le mercredi ils reviennent et ils se rendent compte que ça va être comme ça encore aujourd'hui, très vite, ils s'en rendent compte, et là ils prennent toute l'énergie du festival sur eux, donc nous on peut s'occuper des choses plus... Non, c'est vrai, c'est une énergie incroyable, et ça dure comme ça jusqu'à la fin, même si... Mais dis-moi, plus concrètement... Oui, je suis concret, mais... Je lâche pas, là où parce qu'ils jouent 30 minutes, il y a une présentation de travail. Oui. Bon, ils ont, au bout des 30 minutes, quelle est la procédure de parole sur ce qu'on vient de voir. S'ils sont 200, 300 dans la salle, qui gère ça? Ça se fait pas tout doucement. Non, nous y venons. Je tenais absolument à poser le cadre parce que ça participe aussi de la magie, cette histoire-là. Et ça participe de la magie parce qu'il y a aussi l'énergie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir au didascalie des moments d'une très très grosse énergie, et dès que les choses commencent, ou dès que quelqu'un s'assoit à l'avant-scène pour dire quelque chose, l'écoute est vraiment, c'est réel. Il y a, les téléphones, on les voit pas s'allumer de temps en temps. Si on le dit une fois, attention téléphone, mais on le dit, c'est marqué dans leur charte, parce que c'est une charte avant de venir, etc. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont joué, oui. Une seconde, Jean-Marie, peut-être préciser que il est très important de comprendre qu'on est à la fois, que les lycéens sont à la fois acteurs et spectateurs. Ok. Et donc cette position à la fois acteur-spectateur à des moments différents permet justement l'écoute, que la parole soit prise en petits groupes après la représentation de 30 minutes, ou qu'elle soit prise en groupe complet, où tous les lycéens sont réunis dans la salle après un spectacle d'un des groupes présents. Et donc c'est ce qui permet, je pense, pour y avoir assisté à plusieurs reprises,
que lorsqu'on est acteur, on peut compter sur l'écoute de la salle et des autres lycéens, parce qu'on est sûr que quand on sera sur scène à son tour, on aura la même écoute. Donc il y a plusieurs moments que, par exemple, un lycée est acteur. Oui. Donc ça, c'est plusieurs présentations de travaux dans la journée. Non, Non. un lycée, un groupe présente un travail. Ouais. Chaque groupe présente son travail. Oui, mais dans la journée, il y a plusieurs. Oui, Bien c'est sûr, plusieurs. bien sûr. Et donc, quel est le temps quel temps de parole? Alors, je pose des questions bêtes, mais, non, mais mais quel on est y- le on temps y de vient, mais c'est parole pour- d'évolue Oui. sur chaque présentation et qui le gère? Alors, ça se passe comme ça aujourd'hui. C'est pas passé toujours comme ça, mais ça se passe Mais comme ça oui, aujourd'hui. aujourd'hui. Il y a le fait donc, du jeu qui est suivi à froid de ce qu'on appelle la conversation avec la scène. C'est venu d'une crise parce que à un moment donné, il n'y avait pas ça. Il y avait juste l'atelier de parole après, donc ils sont entre eux avec un adulte seulement. Et cet atelier de parole n'empêchait pas ce qu'on appelait les bruits de couloir, pour ne pas dire pire. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, parce que c'était dans mon rôle à l'endroit où j'étais, sur l'organisation, j'ai dit, moi, si on ne trouve pas une solution à cette question du statut de la parole au didascalie, moi j'arrête, parce que c'est épouvantable. Les gens venaient avec un contrat d'idées au didascalie, on est accueillant, et en fait, ils entendaient des trucs sur leur boulot qui n'étaient pas sympas du tout. Et c'est vrai que la conversation avec la scène a permis vraiment d'éclaircir ça. Donc, à froid, voilà comment ça se passe. Il y a un animateur de l'atelier, un modérateur de l'atelier, de la conversation avec la scène, qui s'installe au milieu, sur le devant de la scène. Il est accompagné pour chaque groupe du professeur, de l'artiste accompagnant s'il est là. C'est problématique des artistes. Et puis de deux délégués du groupe. Alors ça a été 2 et demi, 3, 3 quarts, etc. Mais maintenant c'est 2 parce que de toute façon à 2 c'est bien. Ça n'empêche pas les autres qui sont du groupe de parler s'ils ont besoin à un moment donné. Mais 2, comme on n'est pas dans du spectaculaire intégré, qu'on essaie vraiment dans la parole, 2 c'est bien. Voilà. Donc ils se retrouvent et on fait 2 groupes en même temps, à froid. Hein. Donc il y a eu au moins une récréadide entre les deux. Alors récréadide c'est 15 minutes de pause, voilà, en dehors de la salle. Et alors ça se passe de la façon suivante. L'artiste associé qui anime l'instant, normalement il a pu, ça se passe à chaque fois, assister à la répétition sur scène avant. C'est-à-dire que donc quand il a vu la présentation de travail sur le plateau avec les lycéens, il avait déjà vu une fois la répétition. Donc il a déjà une idée sur comment animer la chose. Mais ça repose beaucoup sur, alors, comment présenter votre travail. Voilà, ils présentent leur travail avec des mots, la prof, etc. Et puis ensuite, l'idée, c'est un petit peu de se dire au public, non pas d'être dans le jugement de valeur, ou ce qui a été vraiment, pas banni, mais qui est sorti vraiment du réflexe des didascalies sur la compréhension. La question habituelle par des années, c'est ça. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait? J'ai pas compris la compréhension. Et puis un jour, on travaillait aussi sur le ressenti, on les ramenait sur ces questions. Puis un jour, je dis comme ça dans la salle, parce qu'il y a aussi l'animateur sur la scène, mais il y a un modérateur. Et c'est 80% de fois le modérateur dans la salle. Parce que la salle est grande, il y a du monde, donc il y a quelqu'un derrière, enfin c'est moi la plupart du temps, qui est là et qui juste aide à ce que ça soit facilité sur l'écoute, des choses comme ça. Et là, je dis, mais c'est incroyable, ça fait 4 questions, c'est que de la compréhension, quoi. Et il y a une prof, Françoise de Bois-Moreau, de Ribérac, qui me dit, mais c'est ce qu'on leur demande en classe tout le temps. Déclic, ça a été extraordinaire, c'est qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, voilà, on n'est pas en classe, on est sur le ressenti, la Terre est bleue comme une orange. Si on essaie de la comprendre, on va être obligé de réinventer la physique quantique. Donc il vaut mieux en rester à se dire la Terre est bleue comme une orange et être dans les sensations, les impressions, toute l'affection de ça. Et c'est venu petit à petit, et c'est là que c'est lié au statut de la parole, ça vous dit Ascali. Et les premières années, mais maintenant ce qui est fou, c'est qu'avec le système qui viennent au moins 2 fois par an, 2 fois dans leur cycle lycéen, eh bien, les profs, mais aussi
on va revenir sur les profs, le statut des profs au Diascalie, mais les profs, mais aussi les lycéens eux-mêmes, finalement, bénéficient de cette dynamique, les nouveaux bénéficient des anciens, de ce qui s'est passé pour les anciens, quoi. Et ça, donc, ce qui fait que maintenant, même dès les premières conversations, il n'y a plus de questions, j'ai compris, on est vraiment sur la sensation. Et puis, ce qui se passe souvent, pas systématiquement, mais souvent, c'est qu'il y a un fil rouge, car curieusement, les spectacles ne se ressemblent pas, les propositions ne se ressemblent pas, etc., mais on peut dégager un fil rouge. Par exemple, il y a eu le fil rouge une année, l'année de 2015, je m'en souviens, c'était en mars, et pour cause, c'est curieux, la mort était très présente dans les thèmes. Il y avait beaucoup de textes. Alors quand vous avez 2 lycées, 3 lycées qui font la même chose, bon, puis quand vous avez 5, 6 lycées, 7 lycées, 8 lycées qui travaillent autour d'un thème comme ça, et aussi le thème du monstre. Je crois me souvenir, c'était autour de l'arrivée de Sarkozy, quelque chose comme ça. Et je me rappelle parce qu'il y avait un des groupes qui avait vraiment travaillé sur le monstre, enfin la question, voilà. Ça serait pire maintenant, certainement, mais bon, c'était déjà... Voilà, c'était un fil rouge. Alors, quel fil rouge, il sert à quoi? Il sert à se dire, ou alors, par exemple, l'écriture, l'adaptation textuelle. Par exemple, il y a eu un jour, une année, où il y avait plein de groupes qui avaient des adaptations textuelles sur des textes classiques. Donc, comment ça se passe? Et c'est ça la question, c'est comment ça se fabrique? Comment tout ça se fabrique entre les élèves, l'artiste, le prof? Comment le travail se... Et c'est ça qui est démêlé un petit peu. Mais en sachant qu'à ce niveau-là, quand on a fini au bout d'un quart d'heure la conversation avec la scène sur le travail du groupe, ils ont encore après 20 minutes à 30 minutes d'atelier de parole entre eux avec un adulte. Seulement. À un autre moment du festival. Ils parlent de quoi? De leur projet. De comment ça se passe dans leur atelier, comment ils travaillent avec le prof ou avec la... Voilà, de leur truc. Et ça, c'est entre eux. Il n'y a pas d'ailleurs. Oui. Et cet adulte, c'est qui? Alors, c'est un artiste associé, un des artistes associés, parce que dans le même temps, se tient pour les adultes, pour les profs, ce qu'on appelle un troquet de parole. Parce que, à la différence des élèves, ils n'ont pas le droit de boire. Nous on boit des jus de fruits, je vous rassure, mais on appelle ça le troquet de parole. Voilà. Et qui dure 1h30 et qui est très important. Parce qu'on n'a pas le temps de se voir. Alors, j'en profite pour parler des profs. Si c'est pas fini, on reviendra à votre question. Enfin, je ne sais plus qui l'avait posé. Mais les profs, et en fait, la grande truc, vous avez entendu, j'ai dit qu'il y avait 65 adultes. Les profs, ils vivent leur festival. Ils ont un festival aussi, ce sont des lycéens, ils n'ont pas besoin d'être Et puis, Périgueux, c'est une petite ville, et puis, bon, on pourrait avoir des soucis un jour. Je vais toucher du bois, Jean-Pierre, tu veux bien. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... comment? Ils ne vont quand même pas au restaurant. Non, ils ne vont pas au restaurant. Mais il y a vraiment... C'est une dynamique, où ils ont leur festival. Ils sont là tout le temps, mais ils peuvent être là entre eux, ils ne sont pas obligés d'être forcément avec leurs lycéens. Enfin, vous voyez, il y a une dynamique comme ça qui crée un festival pour les profs aussi. Et ça, c'est très important parce qu'ils se parlent entre eux à ce moment-là. Oui. Oui, par exemple, Camille. Oui. Camille, Camille. Camille, il est acteur, comédien, c'est ça? Je suis animateur, oui. Voilà. Donc, dans ces projets, par exemple, comment tu t'en sers Alors, j'ai une place très particulière par rapport au didascalie, du coup. Moi, du coup, j'aime bien être aussi debout. Moi, j'ai vécu il y a 10 ans en tant que didascalien, en tant qu'élève. Et donc ça, c'était un sacré souvenir aussi, parce que c'est une grosse énergie. C'est un très grand enthousiasme, surtout. Enfin, c'est vraiment une aventure à part entière, et sur laquelle on pourra revenir. Mais c'est surtout là, sur ces 2 dernières années, où moi, j'étais revenu sur Périgueux, après avoir vagabondé un peu à droite à gauche. Et donc, j'avais retrouvé Jean-Marie. Et je lui ai dit, voilà, moi, je suis très intéressé pour filmer. Et ça rentrait aussi dans cette idée de laisser une trace dans 3000 ans, comme tu dis assez souvent. Et donc j'ai commencé à filmer. Alors immédiatement, à la fois c'était une carte blanche, mais avec une petite, pas une consigne, mais une didascalie, on va dire. Filmer l'anti-spectacle, donc filmer l'informel, filmer comment cela se passe. Bon, je suis vraiment désolé parce que c'est à la base, la vidéo aurait dû être là, mais il y a une bouteille d'eau qui est arrivée sur mon ordinateur juste ce midi.
Et donc je suis un peu blasé, parce que j'avais passé quand même 3-4 jours dessus. C'était quand même assez éprouvant, parce que c'est une énergie... il y a beaucoup de paroles, en fait, justement. Et donc réduire ce flot de paroles à 8 minutes, c'était assez délicat. Là où je voulais en venir, du coup, c'est sur les didascalies, il y a cette question de poisson pilote, qui n'a pas été tellement dit. Il faut Non, imaginer... parce qu'il n'existe plus. Ah, il n'existe plus. D'accord, mais j'aimais bien, en fait, cette question. Bah oui, mais les acteurs, ils n'aiment pas. D'accord. J'expliquerai pourquoi après. Mais Ouais. vas-y. Donc du coup, on imagine ces grands bancs de poissons, et puis il y a des poissons qui sont autour, ou même au milieu, qui indiquent des directions, vers là où ça va, pour que l'ensemble, en fait, puisse mais continuer à voyager, du coup, à traverser. Et moi, j'étais pile dans ce rôle-là où je voyais tout ce qui se passait, en fait, à la fois par rapport aux jeunes, mais par rapport aussi les relations qu'il y a entre les intervenants. Donc tu peux répéter ta question à la base, parce que je me perds aussi. Non, c'était ça, C'est ton c'est un rôle. peu Ton comment... Et et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était cette question aussi. Pour moi, ce qui est important avec Didascali, ce qui était important dans le documentaire, en fait, c'est comment, en fait, 300 lycéens avec des profs, avec des artistes, comment ils vivent ensemble. Mais pas dans cette idée de vivre ensemble comme slogan publicitaire politique, mais vraiment dans cette sensation. Parce que c'est ça on retient ça, c'est qu'on a vécu ensemble, parce qu'on a pu échanger des choses, on a pu montrer des choses, on a pu s'écouter. Et pour moi, c'est une expérience filmique assez dingue, parce que c'est lorsqu'on se retrouve tout seul avec une petite caméra face à 300 lycéens qu'on ne connaît pas, c'est particulier, ça pose des questions. Et donc en fait, ce qui est assez important, c'est que lorsqu'on voit et lorsqu'on écoute ces lycéens, ils disent des choses intelligentes, parce que forcément, comme il y a un échange perpétuel, il y a des choses qui se disent, qui sont sensibles, qui sont intelligentes, et on se rend compte, moi je me suis rendu compte, en fait, il y a 10 ans, j'étais pas si con que ça, en fait. Et qu'on n'était pas si con que ça. Et c'était d'un coup, je me suis dit, mais voilà, en fait, on est beau quand on pense. C'était surtout ça, en fait, qui était important. Et que justement, c'est ce que permet les didascalies, du coup. C'est le fait de pouvoir penser et de pouvoir être fier, en fait, de cette pensée. Alors après, il y a d'autres choses qui arrivent, qui sont complexes et qui appartiennent dans nos questions, je pense, en tant qu'artiste, du coup, encadrant. C'est comment, justement, faire qu'il y ait une pensée critique. Parce que très rapidement, d'ailleurs, 300 lycéens, c'est un effet de groupe, avec un énorme enthousiasme et ainsi de suite. Ça applaudit énormément. Si le spectacle ne m'a pas plu, par exemple, non pas, on m'a posé beaucoup de questions, est-ce que je vais être capable, moi en tant que lycéen, mais même en tant qu'artiste, de pouvoir adresser cette question-là, qui est un peu différente, à 300 lycéens. Et donc c'est là où ça permet, des fois, le fil rouge, justement, permet de se raccrocher à ça, à pouvoir, justement, exprimer une parole individuellement par rapport au groupe et de pouvoir s'écouter et de s'échanger comme ça. Voilà. Jean-Marie, j'ai une autre question. Enfin, tu n'as pas tout à fait répondu à ma question, mais... vas-y. Non, parce que pour avoir animé pas mal de festivals lycéens, etc., bon, il y avait le retour sur ce qui était joué, avec J'aime, je critique, je propose, qui permet de revenir sur ce qui a été joué, mais j'ai encore pas compris ce que c'était cette histoire de sensation, c'est-à-dire comment ça se formule. Ça m'intéresse parce que ça compléterait utilement mes outils là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire, je viens de voir quelque chose qui se joue sur scène, en 20 minutes, 25 minutes, qui est un état de jeu. Je viens de regarder ça. Qu'est-ce que je dis? C'est quoi la consigne? Alors, la question je ressens, je pense, je perçois, je critique, je positif, etc., ou je propose, ça c'est plus dans l'atelier de parole. Deuxième partie, je retrouve plus là-dessus. Mais ça se parle aussi, pas forcément que sur le jeu, ça se parle entre eux, ça, mais sur le projet aussi global. Voilà, mais la charte. Alors, certains éléments... Quand tu dis les petits groupes qui se constituent, ils sont parus. il est constitué, les petits groupes est constitué
de 2-3 joueurs Voilà. qui viennent Non, jouer non. avec des Ça, c'est à la spectateurs. conversation avec la scène, ça. Alors, je répète. Ah oui, mais c'est difficile. parce Ah, que mais c'est- non. Alors, conversation avec la scène. Tu vois pas. On est à 300. Tout le monde est là. Et il y a donc l'animateur de la conversation avec la scène. Et de chaque côté, il y a 2 groupes composés de un prof, un artiste et 2 élèves. D'accord ? Et 2 lycéens. Et ils vont, à ce moment-là, suivant un protocole très précis, qui est celui de... D'abord, on laisse venir les impressions. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Qu'est-ce que les gens, sur ce qu'ils ont vu, des mots qui reviennent. On utilise des mots pour faire remonter des sensations du spectacle, des impressions. Et ensuite, on demande quel est le projet, comment ça s'est passé, comment ça se passe sur scène, etc. On n'est pas dans le jugement. À ce moment-là, on n'est pas dans le jugement. Est-ce qu'il y a une Non, consigne qui évite, Comment est-ce qu'il y a une consigne qui évite d'être dans le jugement? Dans le Eh jugement ben, couloir. Oui. on peut, c'est-à-dire que, alors c'est très bizarre parce que j'ai pas l'impression que ça se passe très simplement comme ça, c'est-à-dire Vous que, dites quel est votre ressenti et il y a voilà, pas de- il et y a s'il pas y de en a jugement. qui disent, moi j'ai particulièrement bien aimé cette scène-là, voilà, etc., ça pose aucun problème, que ce soit dit, c'est dit, mais c'est pas l'endroit le plus important du débat. Le débat il se fait plus sur la fabrique. Comment ça fait, C'est la partie aussi importante pour les 4 qui sont les délégués qui sont là, de parler comment tout ça se cuisine entre eux sur la question de la dramaturgie, la question, tu vois, de la perception, par exemple, sur un personnage. Un lycéen va dire tout le temps, oui, moi j'ai toujours pas compris mon rôle. Voilà, tu vois, par exemple. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a des trucs comme ça qui sortent spontanément à ce moment-là de l'année. Oui. Oui, moi j'allais dire, je reviens, ça dépend effectivement de toujours de cette même relation qu'il y a entre l'acteur et le spectateur. C'est-à-dire le respect qu'il y a lorsque on s'adresse aux acteurs et aux responsables qui sont en bord de scène sur le travail qui a été montré. Donc ça se fait toujours avec respect, avec curiosité, spontanément, toujours en relation avec son propre travail. C'est naturel. C'est naturel. Alors, il reste que 10 minutes et on peut insister là-dessus de cette façon-là aussi. Non, mais si je veux bien, mais enfin, moi, ça m'est égal. Mais le fait est que cette question, elle est d'autant plus simple que le fait d'avoir, disons, instillé petit à petit que la compréhension n'était pas la première chose à aborder sur un spectacle. Enfin, si vous prenez un poème ou vous écoutez une musique, si vous posez la question de la compréhension en premier, on est en classe, quoi. Voilà, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs avec Françoise. Bon, là, on est sur autre chose. Et dès lors qu'on est sur autre chose, on peut aborder à un moment donné la question du sens, comment les choses. Oui, on bannit pas, on n'empêche pas de réfléchir et comme le disait Camille, de penser, de s'exprimer et de voilà quoi. Mais ça porte sur le travail. Et comme les travaux sont très très différents. Mais que ensuite ils vont en parler entre eux beaucoup, parce que ça ouvre des voies aussi de réflexion entre eux. Il y a des débats incroyables entre lycéens, dont moi je sais pas. Puis après il y a même Facebook, parce qu'après ils se servent aussi d'eux. Mais c'est vrai qu'il y a une bienveillance permanente qui est de surprise aussi entre eux, enfin, etc. Mais c'est on a fait à un moment donné des statistiques pas des statistiques, on avait tiré des statistiques de réponses, on avait fait des réponses de satisfaction, oui. Puis on a arrêté parce que c'était toujours les mêmes réponses. Et le truc qui revenait le plus dans la satisfaction absolue de tous les groupes, on a fait ça pendant 5 ans, un truc comme ça, c'était la rencontre. La rencontre, c'est-à-dire pouvoir rencontrer l'autre, voilà. Et ça c'est très fort. Que tu dois retrouver ailleurs. La question que je voulais te poser, tu sais bien laquelle je vais te poser. Non, je sais pas. Si, Pas ce soir. mais si. C'est pas la Tu as fait 30 ans, tu as animé 30 ans de Festival Diascali. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que dans ce qui est joué, dans ce qui est apporté, dans les différents groupes, qu'est-ce qu'ils jouent? Est-ce que tu as vu en 30 ans une évolution dans ce qui était proposé, c'est-à-dire dans ce qui se joue? Quelle est la place du théâtre contemporain dans ce qui se joue par rapport aux pièces classiques? Et quelle est la place des créations, on pourrait dire des créations qui partent des gens, dans
voilà, est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que tu notes une chose? Est-ce que ça évolue vers quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui ont disparu complètement d'un festival? Non, j'ai pas. Et même éventuellement, enfin, tu as commencé à parler aussi sur des thèmes, c'est-à-dire de quoi on parle aujourd'hui à travers la scène d'aujourd'hui ou d'hier ou de demain. Alors, il n'y a pas de thème qui revient de façon, disons, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des fils rouges qui ressortent, ça. Par contre, il y a une chose qui est pour moi très importante, c'est que c'est devenu de plus en plus, et je le dis simplement, mais l'endroit le plus difficile pour moi, c'est que le théâtre aujourd'hui puisse être, mais c'est vrai aussi dans notre société spectaculaire intégrée, où les politiques posent des actes spectaculaires pour gouverner, les gamins, le théâtre est interrogé au même endroit. Que font les artistes? C'est Guy Debord qui disait ça, mais les pauvres artistes, comment ils vont faire? Puisque les présidents sont des artistes, les juges sont des artistes, les flics sont des artistes, etc., etc. Donc dans tout ça, comment être artiste? Et ça, c'est pour moi très important, parce que le spectaculaire est de plus en plus frappe à la porte. Alors, certains de mes camarades travaillent vraiment à retenir ça du côté d'un théâtre, je dirais plus du côté des catacombes, faire cercle avec le public, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que la musique, voilà. Alors, c'est pas par hasard, maintenant je comprends pourquoi la question, parce que il y a une chose très importante, c'est que le lien avec Bernard, qu'on a tous les deux, il est aussi, repose sur pour moi, sur un malentendu considérable, parce que mais un malentendu considérable, mais amical. Enfin, c'est incroyable, parce que c'est que le lien permanent que j'ai avec mon camarade depuis 30 ans, il est lié principalement à l'industrie culturelle, parce que je suis aussi responsable de la médiation culturelle de l'Odyssée, la scène conventionnelle Périgueux, pour les lycées et les collèges. Donc le réseau aussi passe par cette question-là, c'est-à-dire comment on amène les jeunes au théâtre, sur Périgueux. Et donc, dans cette dynamique-là, il y a des stages de formation que je dis de plus en plus, enfin je le dis maintenant très clairement, je ne suis plus du tout acteur vraiment, metteur en scène, je ne sais pas, etc. Mais je suis militant de cet endroit-là. C'est-à-dire comment aujourd'hui le théâtre peut trouver sa place encore dans une société où la démocratisation culturelle n'a été le fait que pour ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire Bernard, moi, enfin voilà, c'était le type du Syndiac qui avait dit ça, qui s'est fait virer après directeur du Syndiac en 2003. Il avait écrit un bouquin révolutionnaire là-dessus. Et il dit à tous les directeurs des centres culturels, des gros centres de l'industrie culturelle, de toute façon, la démocratisation culturelle n'a existé que pour ceux qui l'ont fait. On s'est planté sur le reste. Et c'est vrai. À l'intégration, c'est pas une grande réussite française. L'égalité homme-femme, c'est pas une grande réussite française. Et la transformation de la France avec le milieu rural qui devient ouvrier, qui devient chômeur, c'est pas extraordinaire. Là-dedans, le théâtre, c'est quand même quelque chose de très humble. Il faut le reconnaître. Donc toute cette question-là, elle est quand même portée aujourd'hui par l'idée du spectaculaire, du spectacle. Et ça, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, Camille, quand il en parlait aussi à l'endroit de l'individu, quoi. Je veux m'exprimer sur le plateau, dans la parole, etc. Oui. Mais est-ce que le seul moyen alors, ça, c'est intéressant. Et je vais vous dire un truc, c'est un truc incroyable pour moi. Oudiascali, c'est l'endroit de ma vie où pendant 4 jours, je dis le plus oui. Et c'est extrêmement rare que je dise non. Et en fait, c'est un truc incroyable. Des jeunes viennent me voir et me disent, est-ce qu'on pourrait... Alors même maintenant, je dis, pour varier un peu, je leur dis pas oui, je leur dis la réponse est dans la question. Alors ça veut dire que si tu as posé la question, c'est que tu avais envie que ce soit oui. Alors voilà. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans cette petite île enchantée, là, les lycéens, dès le 2e jour, ils ont capté, plus les anciens, ils ont capté quelle ambiance il y avait, où était la liberté, jusqu'où ça pouvait aller, où ça pouvait porter. Il y a des moments où tout s'arrête, on se parle à 300. Quelquefois, il y a un truc, on ne sait pas quelle solution on va trouver à un problème qu'il y a. Il y a une discussion qui se fait à 300 et la solution se trouve d'elle-même dans la discussion à 300. Une sorte d'assemblée générale. Alors ça peut venir la solution d'un élève, enfin d'un lycéen, ça peut venir d'un prof, ça peut venir d'un artiste, ça peut venir d'un technicien, ça peut venir de... Voilà, ça vient comme ça. Et ça, dans les diascalies, c'est très très important ça. Mais
tout ça est porté quand même par ce débat permanent. Il y a la frustration de la parole, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi dans ce débat, moi, les autres, moi, les autres, moi, les autres. Vous voyez comment ça se... La tension entre ça, elle existe au théâtre. Enfin, et à un moment donné, je disais oui tout le temps, et à un moment donné, ça s'est arrêté. Parce que je continuais de oui tout le temps. Puis les collègues, ils m'ont dit, Jean-Marie, tu dis toujours oui aux jeunes qui veulent monter sur scène entre les transitions. Vous voyez, quand il y a des récréatives, ils sortent, puis après ils rentrent. Et là, il y en a qui demandent à prendre leur guitare, à faire des trucs, quoi. Mais de plus en plus, on allait vers quelque chose qui était en fait de l'exhibition. C'était plus du partage, alors que quand vous avez quelqu'un, un singer qui se met sur la scène et qui chante une chanson que tout le monde reprend, et que c'est très cool et tout, mais là c'était des trucs à gesticuler, des trucs, voilà. Et les copains m'ont dit, mais Jean-Marie, on fait une erreur là, on est à l'opposé de... Alors je me suis mis à dire non. Et en expliquant. Mais là j'ai été obligé parce qu'ils avaient raison, les collègues, parce que ça devenait une compétition pour monter, pour s'exprimer. Là on est dans l'informel, hein. Oui. Du coup, oui, il y a deux choses, je rebondis juste sur... c'est une phrase d'un lycéen sur la question justement du théâtre et du spectacle. Sachant que donc, on considère que le théâtre est un spectacle, mais que le spectacle n'est pas forcément un théâtre. Et pour faire le distinguo, pour essayer de prendre cette chose-là, il avait fait une comparaison très simple, mais très, très efficace, où il dit, voilà, le théâtre, la personne qui est sur scène, elle est là pour le public. Alors que dans un spectacle, c'est un peu Patrick Sébastien, il le dit comme ça. C'est-à-dire que l'artiste, il n'est pas là pour le public, il est là pour lui, pour faire sa promo. Et ça rejoint exactement ce que tu disais. Et il y a une autre chose, c'est tu parlais de désert culturel et ainsi de suite. Il y a un lycéen de Bac Pro, ce qui a une option très particulière. Enfin, une option. Un groupe assez particulier qui, depuis quelques années, travaille sur justement le fait qu'il n'y ait plus de philo en Bac Pro. Et le lycéen répond, alors le problème, c'est pas le théâtre, le problème, c'est l'innovation artistique. On n'a pas accès à l'innovation artistique en Bac Pro. Et même plus tard, en fait, à côté, on n'a pas forcément, mais surtout en Bac Pro, on n'a pas droit à ça. Et il faudrait soit qu'on ait des parents qui aient les moyens, qui aient également l'enthousiasme pour que nous, on suive des études par rapport à ça, mais on ne peut pas avoir une pratique, on va dire, amateur de l'art. Ceci est inaccessible pour nous. Et en fait, dans ce qui se fabrique au didascalie aussi, mais c'est cette question de la fabrique, du coup, c'est par exemple, il y a des sortes de workshops, c'est-à-dire qu'il y a une création qui est en train de se faire avec des acteurs, des comédiens professionnels, mais qui va être là, donc c'est une carte blanche pendant une semaine. Alors ça, c'était il y a 2 ans, c'était avec des comédiens professionnels, et l'année dernière, c'était avec un atelier lycéen, qui vont répéter c'est vraiment, à chaque fois, c'est exceptionnel, on va dire. Ils vont répéter, et à chaque fois, c'est un groupe différent. Souvent, ça se passe au Paradis, qui est donc 50 places, donc il va y avoir les 300 lycéens, mais qui vont venir sur les 4 jours. Voilà, et il va y avoir des retours. Il va y avoir d'abord un essai, voilà, et ensuite un retour avec les lycéens qui sont présents et qui participent à la fabrication. Et le fait d'assister, de pouvoir parler, de pouvoir écouter aussi les autres, participer à cette création-là, c'est très important en fait. Ça nous dit, parce que je dis bien nous, du coup, ça nous dit qu'on peut le faire, très simplement, qu'on a en droit de le faire, et que c'est important de le faire, en fait. Et de participer à ça, et que c'est pas non plus quelque chose de sacré, c'est pas quelque chose qui appartient justement au spectaculaire, mais dans une petite chose, dans une petite forme, et que la moindre expérience personnelle peut aider, en fait, à une création, justement, plurielle, collective, et c'est ça qui est important. Et ça reste surtout aussi anonyme, quelque part, puisque c'est les didascaliens. C'est pas un tel ou un tel, c'est les didascaliens, on se connaît que pendant 4 jours, et puis après, voilà. Il y a le temps pour une dernière question. Sur votre petit texte du début, moi j'ai une petite question. Parce que vous disiez, je vais parler aux rois, et c'est nous les rois? Pas du tout. Mais vous êtes ceux qui sont dans la salle du jeu de paume. Ah bon? Ah oui.
Mon camarade, Moi, j'ai du mal à la- voir ce truc-là. Mais c'est intéressant par rapport à la province. À Ah Paris. oui, t'as compris. Ah ouais, non, mais parce que moi, aujourd'hui, qui ai une jeune compagnie à Paris, je vois toutes les jeunes compagnies qui vont s'installer en province. Donc j'ai du mal à comprendre la logique. Parce que pour les jeunes compagnies parisiennes, elles s'installent en province pour toucher de l'argent. Parce qu'à Paris, il n'y a plus d'argent. Mais en province non plus. Alors, Et- c'est pour ça que je- Et les compagnies parisiennes sont pour les provinciaux comme les gens du Mali ou d'Égypte qui viennent en France, tu vois. Voilà, c'est de l'immigration qui n'est pas. Non, il y a, de toute façon, c'est la même difficulté. Bon, la folie économique dans laquelle on est crée ça. De toute façon, oui, mais je te remercie de revenir au truc. Mais ce qui est très important, c'est que si quelque chose peut se passer maintenant, ce ne sera pas le fait de Bernard ou de moi ou même de Jean-Pierre. Je crois que c'est vraiment c'est pour ça que l'idée du jeu de paume, j'aimais bien. J'étais content de trouver ça dans mon délire, mais parce que pour moi, c'est ça. On est dans l'endroit où, enfin, vous êtes dans un endroit où ça peut s'inventer, quoi. Mais nous, moi j'ai vécu, enfin la question du Paris, pour nous, Paris c'est la capitale. Puis aujourd'hui, c'est la capitale, c'est la globale, c'est le global, l'englobal, enfin c'est etc. C'est toutes ces, tu vois, alors qu'on vit nous-mêmes, hein, parce que les copains, moi je veux dire, des jeunes de ta génération, ils sont jeunes comme toi, à Périgueux comme ailleurs. Hein. Et puis voilà, puis Camille, t'as entendu. Bon. Mais non, je crois que oui, c'est vrai. Enfin, c'est intéressant de finir par une question plus politique pour moi, c'est-à-dire la migration des compagnies de théâtre, la migration de l'art, l'existence de l'art, l'avenir de l'artistique. Bon, j'ai commencé par ça en pensant que c'était là qu'on allait atterrir pour le débat. Bon, non, on est sur des aspects évidemment plus directement lié au didascalie. Parce qu'il y aurait de quoi faire, on va être frustré, hein, vous savez, le statut de la parole, c'est être frustré. Mais on aurait dû quoi faire une journée entière, enfin, ou 2 jours. Mais si ça vous dit de venir, même d'organiser un séjour au didascalie en avril prochain, vous serez les bienvenus, et puis Justement, vous pourrez les jeunes, continuer le débat. Ils sont logés où comment ça coûte Alors, cher, un des gros problèmes Frédéric voudrait organiser un festival. La- Donc il aimerait savoir comment on fait. C'est ça. L'un des gros problèmes Il y a 2000 des didascalies, c'est qu'on est dans une zone rurale où il y a le tourisme fonctionne très bien, mais il fonctionne à partir du 30 avril jusqu'au 1er septembre. Bien vu. Donc, et ce sont des comment on appelle ça, des multinationales hollandaises, allemandes, anglaises qui tiennent les lieux d'hébergement. Il n'y a pas d'hébergement collectif en Dordogne en dehors du 1er avril au 30 octobre. Au 30 septembre. Et donc, Donc hôtel. hôtel. Donc 5 000 € de plus que si on était dans les trucs. Donc bonbons et fric et tout. Ah non, mais c'est vraiment... c'est un vrai Mais problème. du coup, si quand vous même. déplaciez le temps de se passe le festival. On quelques essaye, jours, mais vous comme pourriez- on est dépendant volontairement de la programmation des centres culturels, là, tu vois, c'est intéressant parce qu'on revient aux questions structurelles de politique. Et tout ça, c'est de la cuisine. La question qui se pose actuellement, c'est que tu as compris que j'étais retraité, je le dis même dans le petit thé, je suis retraité depuis le mois de 1er septembre, et donc en activité évidemment. Mais j'ai dit il y a 2 ans que j'arrêtais, mais que je partais pas, parce qu'il y avait une situation de crise avec l'institution qui était très importante. Depuis, on me fout la paix royale. Parce que l'institution a horreur du vide. Or, ils savent que, sauf si je meurs dans 2 minutes, mais sinon, ils savent que les didascalies, ça veut dire que là, j'ai dit que j'arrêtais, mais je partais pas. Donc, ça veut dire que je transmets. Ça a été compris très bien comme ça. Et c'est ce que je fais, effectivement, et pas le seul. Bernard fait aussi sur la même question. Et ça, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Mais c'est vraiment, là, on est dans le jeu de paume, parce qu'inventer aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est très important, parce que moi, c'est ça que je cherche aujourd'hui. On en parlait avec Jean-Pierre tout à l'heure. C'est comment être dans cette société à la retraite, avec cette espèce de confort qu'on a, etc. Mais comment être encore au service de ce monde dans lequel il est. Peut-être pas à l'endroit. Les didascalies, pour moi, c'est un lieu très critique pour moi, parce que on est pris. Il y a une montée quand même du spectaculaire, de la fabrication, de tout ça. Moi, ça me ressemblait à ce qui se passe, comme tu le disais, à Patrick Sébastien, même si c'est pas aussi net que ça, la fracture entre le théâtre et ça, où commence le théâtre, où finit. Et ce que je sais, c'est que moi je dis régulièrement aux lycéens, bon, le théâtre, c'est un spectacle,
Mais tout spectacle n'est pas un théâtre, du théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du théâtre ? Et là, je peux vous assurer que même avec les compagnons profs ou artistes, il y en a qui débattent régulièrement avec moi là-dessus, parce que c'est une vraie question pour notre société, parce que sinon, on peut faire des trucs, enfin, vous savez comme moi, Avignon, mais... Je sais pas si on peut laisser l'enregistrement se faire encore, mais pour moi, c'est un lieu de mort depuis 30 ans, quoi, depuis 40 ans, depuis des années. Voilà, voilà, c'est sur cette question. Je finis pas par le mot mort, voilà. Mais la vie c'est vous, quoi, évidemment. Voilà, c'est sûr, non, il faut s'arrêter. Il est moins le quart. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un festival qui s'appelle Nous n'irons pas à Avignon. Voilà. Oui, il n'existe plus. Non. Ah bon, il existe toujours? Je vois plus passer rien du tout. Il n'y a pas beaucoup de... Merci à vous. Merci beaucoup.